La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 26. Arrakis. Au matin de notre 5e jour de voyage, le chemin vert pénètre enfin dans la sapine. Adieu les bouleaux, les hêtres et les platanes qui nous offraient une canopée rafraîchissante. Bonjour les arbres de sombre épine, qui montent si haut dans le ciel que la soleil ne parvint à percer leur frondaison qu'en de minces rayons de lumière. Pas trop tôt. La sapine est une forêt inhospitalière pour qui ne la connaît pas. Les arbres, immenses, qui la composent, sont aussi vieux que le monde, dit-on. Ils ont en plus très mauvais caractère et nombre d'entre eux n'acceptent pas les intrus. On raconte que des vampires, les aînés chauves-souris descendants de Chatan lui-même, habiteraient dans le creux des plus séculaires et des plus cruels. Voilà qui allait rajouter un peu de piment à notre aventure. La matinée qui s'écoule est beaucoup plus longue et difficile que les précédentes. Mes baltringues de compagnons gardent un silence solennel, et seul le bruit des sabots de leur monture résonne sur la chaussée. Je sens le poids de la forêt sur leurs épaules, comme si de sombres ténèbres étaient déjà à l'œuvre, et rongeaient petit à petit leur esprit et leur vigueur. Même si le chemin est garni de torches sur toute sa longueur, leur lueur vacillante, qui semble se faire dévorer par la végétation dense et noire, ne brille pas assez pour éclairer ne serait-ce que l'autre côté de la route. Cette obscurité profonde et pesante trouble les camarades de ma sœur, peu habitués à ce genre d'endroit. La fatigue les gagne, lentement mais sûrement, comme le mal souffreteux qui s'installe avant les grands rhumes d'hiver. L'air, sous la canopée épaisse et funèbre des sapins, est étouffant. Les rares voyageurs que nous rencontrons sont dans le même état de lassitude et de mélancolie qu'eux. Ils marchent, le regard bas, espérant trouver au prochain virage l'aubergeresse suivante. Les troncs grimaçants et tordus des arbres paraissent nous épier en permanence. Des craquements sinistres résonnent au cœur des lisières touffues. Des petits poings luisants nous surveillent. Le danger rôde. Bien entendu, moi, je me sens bien. La sapine est une promenade de santé comparée à mes jungles. Je sais que les bruits et les yeux ne sont rien de plus que des rongeurs ou des insectes un peu plus gros que la moyenne, mais je me tais et laisse la forêt s'imposer dans l'esprit de mes compagnons. Il s'agit du meilleur test possible. Après la Slorienne, nous allons carrément traverser Sombre Épine, et ils doivent être prêts. S'ils ne peuvent supporter la pression d'aujourd'hui, ils ne pourront encaisser celle des bois hors de la route. Les voyages en son cœur sont bien plus déroutants et dangereux que cela. Malgré les heures qui défilent, Eridan ne parle guère et Lilou marche en tête, silencieuse. Okami semble toujours égale à elle-même, radieuse, mais tout de même un peu lasse, et Splinter est encore juché sur mon dos. Ce bouffon de chat a l'air de m'avoir bien apprivoisé, on dirait. Alors que midi approche tranquillement, un bruissement sourd retentit sur notre gauche, beaucoup plus proche que les autres. Okami sursaute et son cheval s'arrête net, en secouant la tête nerveusement. « Ce n'est rien », murmure Lilou en levant le bras pour rassurer le groupe. Mais Eridan a déjà porté la main à la poignée de son arme, le regard fixé sur la lisière obscure. Un autre craquement, plus fort, plus délibéré. Quelque chose bouge entre les troncs tortueux. Je soupire intérieurement. Quelle bande d'amateurs. « Détends-toi, guerrier !» dis-je à voix haute en bâillant ostensiblement. « Si c'était dangereux, tu serais mort depuis longtemps. » Une silhouette massive émerge lentement de la pénombre. Un sanglier. 2 mètres au garrot. Il a des défenses aussi longues que mes chélicères, qui envoient du pâté, je vous le rappelle. Ses petites prunelles noires nous fixent, avec une hostilité palpable. La bête grogne, grappe le sol de ses lourds sabots, et pendant un instant, je me demande si elle va charger. Splinter se redresse sur mon dos, le poil hérissé, et gronde doucement. Le sanglier géant le regarde, semble peser ses chances, puis me dévisage. Je plisse les yeux avec dédain. Avec un dernier grouillement, il fait demi-tour et disparaît dans les ténèbres végétales.
dis-je en étirant toutes mes pattes comme après une bonne sieste. Leçon numéro 1. Dans la sapine, tout est plus gros, plus vieux et souvent plus grognon que moi. Leçon numéro 2. On verra la leçon numéro 2 quand on croisera une autre bébête. Okami déglutit et hoche la tête, encore un peu palote. Eridan fait la moue, visiblement contrarié de s'être laissé surprendre. Lilou me lance un regard en coin, à mi-chemin entre l'agacement et l'amusement, puis donne le signal de repartir. Le silence retombe, plus pesant qu'avant. Mais quelques minutes plus tard, tout au plus, des membres d'Aurore Éternelle en mission nous hèlent au détour d'un virage, ce qui déride immédiatement les humains pathétiques qui m'accompagnent. « Lélo !»« Qui est-ce » lui demande Eridan. « Les 3 chasseurs, » répond-elle avec un sourire. « Sans doute les rôdeurs les plus expérimentés de notre guilde. Aton, Knight et Libya. Enfin, le grand chasseur serait encore là, il vous dirait qu'il ne lui arrive pas à la cheville, mais bon. » 3 coureurs, escortés par leurs 300 liés, s'arrêtent à notre niveau et nous saluent chaleureusement. « Quelles sont les nouvelles de l'Aslorien » commence ma sœur en tendant le bras à Aton, un phénix qui porte une armure de cuir et une cape, semblable à la sienne. Grand, visage élancé avec une barbe bien taillée, regard bleu, torse ample et puissant, le rôdeur prend la parole en lui serrant l'avant-bras, signe de respect et de bienvenue habituel des raideurs et des soldats. Pas grand-chose, on vient de terminer une mission de chasse et on rentre à la guilde. Une colonie d'araignées sabres avait élu domicile dans la région. Knight acquiesce. Goliath aux épaules larges, buste colossal, figure carrée et grave, peau grise et marbrée de noir. C'est un individu impressionnant, frisant les 160 kilos. On a trouvé leur nid un peu plus au nord de la ville, explique-t-il. On l'a nettoyé, mais la reine avait déjà foutu le camp. Le 3e raideur, qui est une chasseresse, hoche la tête. Joli minois, petit et svelte, très fin, yeux et cheveux cuivrés, Lilia est une phénix pleine de charme, malgré la poussière qui macule ses joues. Oui, nous avons bien essayé de la pister, continue-t-elle. Mais la trace remontait loin au nord, et après 4 jours de traque, Silini matin, on l'a perdue en s'approchant de la vallée du Parthe. Alors que les 3 chasseurs se mettent à raconter leurs aventures à Lilou et ses compagnons de route, je prends place, avec Splinter, à côté des férales installés un peu à l'écart du chemin. Les 3 aînés nous regardent avec des expressions variées. Gara semble amusée, Astail, curieuse, et Noctanal, carrément narquoise. Alors, comme ça, lance la panthère de sa voix rauque. La grande arachnide des jungles australes s'est fait domestiquer par un chaton? Splinter saute à terre, fait un tour sur lui-même et pose ses fesses délicatement sur la mousse, comme s'il avait peur de se blesser. Il est fier comme un paon, le con. Ne sois pas jalouse, Noc, lui dit-il. Un jour, tu y arriveras toi aussi. Noctanal feule doucement, les yeux brillants de malice. Gara, le plus massif des 2 loups tonnerres, secoue sa crinière électrique qui crépite légèrement. Je me suis toujours demandé si la sapine ressemblait à chez toi. S'enquit-il de sa voix grave. Pas trop différent de tes jungles? C'est comme comparer un rhume à la peste, dis-je en haussant les épaules. La sapine fait peur aux humains parce qu'elle est sombre et qu'ils y voient pas à 3 mètres. Mais au moins ici, rien n'essaie activement de te tuer à chaque pas. Pas de plantes carnivores, pas de grenouilles venimeuses grosses comme des chiens, pas d'insectes qui pondent sous la peau. Charmant, commence Astail en plissant le museau. Splinter relève la tête et me fixe de son regard ambré. Heureusement que tu as survécu pour nous raconter tout ça, ironise-t-il. En plus, ce qui est sûr avec toi, c'est que ton ego fait tout pour ne pas exagérer les choses. Ignorant sa remarque déplacée, il vient de perdre plus de 20 points dans mon estime, le greffier, je réplique. Mais carrément, seule la vérité sort de mes lèvres. La forêt n'est dangereuse que pour ceux qui ne savent pas écouter, me coupe Astail. Les arbres parlent, si on prend la peine d'entendre. Et ils disent que quelque chose rôde nord. Quelque chose d'affamé. Un silence inconfortable s'installe. Je jette un coup d'œil vers les chasseurs qui continuent leur discussion avec Lilou et ses camarades. Aton explique quelque chose avec de grands gestes, mimant probablement le combat contre les araignées sabres. « Tu fais allusion à la reine ?» dit pensivement le charouquin. « J'ai cru comprendre qu'elle avait fui vers le nord, vers la vallée du Parthe. » Gara opine du chef. « Oui, la reine a abandonné sa colonie. Et abandonner une colonie, même pour une Kurokage, ce n'est pas normal. » Acquiesce sa sœur du bout du museau. Elle n'a pas cherché à nous attaquer.
Elle aurait pu le faire avec ses filles, mais elle a filé la queue entre les jambes. Merde! Je suis ravi d'apprendre que les araignées ont des queues maintenant! La coupai-je, pour détendre l'atmosphère. Je reprends immédiatement un air sérieux. Ne vous en faites pas, les humains ne craignent rien avec nous. Le chat me sourit de toutes ses moustaches. Oui, il centre de bonnes pattes. Pour une fois, je ne peux qu'être d'accord avec lui. Encyclopédie des savoirs anciens. Le calendrier. Là encore, le calendrier Phénix actuel est une copie du calendrier Myrme, développé bien des siècles auparavant. Les femmes fourmis, en tant que civilisation évoluée, ont rapidement inventé un système de repérage dans le temps pour diviser et organiser le temps sur de longues durées. Ce calendrier fut établi en observant le monde et le ciel. Le calendrier Phénix est divisé en 12 mois de 6 semaines de 5 jours, soit 360 jours par an. Tous les 5 ans, une semaine supplémentaire de 5 jours, appelée les jours de Solimar, est ajoutée au milieu du mois de Solanir, portant l'année à 365 jours. Cette semaine est généralement vouée à la mère Soleil, et de grandes célébrations ont lieu dans toutes les villes et dans tous les villages, en hommage à l'astre divin. Les jours de Solimar compensent le léger décalage entre le calendrier Myrme et la révolution réelle de Tella, autour de la Soleil. Datation et ère. Les années sont comptées depuis la chute, l'événement cataclysmique qui marqua la fin des royaumes Goliath et des Ondines, et le début de la dominance des Phénix sur Turem. Ainsi, lorsque nous écrivons l'an 2030 après la chute, nous désignons la 2030e année depuis cet événement fondateur. Les érudits utilisent parfois l'abréviation APC pour après la chute. Les Myrbes, quant à elles, dataient leurs années depuis la fondation de leur première grande cité, Menris, capitale de leur empire sur Niflheim. On estime, au vu de leurs récits et légendes qui retracent cette époque, que cela date de l'ère des luttes, soit environ 1500 ans avant la chute. Les mois. Porinir, jour des portes. Porinir est le mois qui ferme une année et en ouvre une nouvelle. C'est traditionnellement une période de bilan et de préparation pour l'année à venir. Les Myrmes célébraient durant ce mois leur mort et honoraient leurs ancêtres. Goanir, jour des purifications. Mois marquant la fin de l'hiver et le début du dégel sur Niflheim, la terre de glace. Les Myrmes célébraient ce mois comme une renaissance, après la longue nuit hivernale. Eimanir, jour des conquêtes. Ce mois est celui où les femmes fourmis partaient en expédition pour explorer le monde, juste à la fin de l'hiver, pour être sûres que leur conquête ne soit pas stoppée précipitamment par la venue de la saison froide suivante. De nos jours, c'est le mois où les guildes d'aventuriers lancent leur grande campagne d'exploration. Arpanir, jour des fleurs, moment de l'année où les fleurs commencent à s'ouvrir sur la terre de glace. Dans les régions plus tempérées de Turem, la floraison a généralement lieu dès Eimanir, mais le nom a été conservé par tradition. Skernir, jour des moissons, jours durant lesquels les Myrmes moissonnaient le seigle qu'elles cultivaient sur Niflheim. Dans le calendrier Phénix, ce mois correspond effectivement aux premières récoltes dans la plupart des régions de Turem. Solanir, jour de la Soleil, mois de l'année durant lequel les jours sont les plus longs. Les Myrmes vouaient ces jours à la Soleil et organisaient de nombreuses célébrations en son honneur. C'est durant ce mois que se greffent les 5 jours de Solimar, tous les 5 ans, généralement insérés la 3e semaine. Neyanir, jour chaud, période de l'année correspondant aux températures les plus hautes. Sur Niflheim, celle-ci ne dépassait vraisemblablement pas les 12 ou 13 degrés. Tvimanir, jour des graines, époque de l'année où les Myrmes plantaient pour l'année suivante. Ostmanir, jour des amours. Ce mois se rapporte à la saison des rutes et des amours de la plupart des animaux.
Gormanir. Jour des feuilles. Moment de l'année où les arbres se brunissent et perdent leurs feuilles, marquant ainsi le début de l'automne. Ilinir. Jour des neiges. Temps où les neiges éternelles de Niflheim descendaient dans les vallées. Dans les régions méridionales de Thurem, ce mois voit rarement tomber la neige, mais les températures commencent à chuter significativement. Morsunir. Jour des morsures. Période la plus froide de l'année sur Niflheim, nommée d'après les gelures que peuvent produire les basses températures sur la chair exposée. Les Mirmes redoutaient particulièrement ce mois et limitaient leurs déplacements au strict nécessaire. Les semaines. Un mois dure 6 semaines de 5 jours. Elles sont généralement désignées comme première semaine, deuxième semaine, etc. Dans le langage courant, on peut dire la 4e semaine de Tvimanir pour désigner une période précise. Les marchands et les administrateurs numérotent parfois les semaines de manière continue sur l'année, de 1 à 72 ou 73, les années de Solimar. Les jours. Une semaine dure 5 jours, chacun nommé en fonction d'un des astres divins. Séléni, jour de Séléni. Géni, jour de Ged. Tilni, jour de Tella. Solini, jour de Soleil. Taini, jour de Tin. Le jour de Tin est généralement un jour de repos dans la plupart des villes et des villages. Adoption du calendrier Mirme. Le calendrier Mirme fut adopté par les Phénix lors de leur expansion sur Thurem, environ 1 siècle après la chute. Auparavant, les différents peuples utilisaient leur propre système de datation, souvent moins précis et purement lunaire. Les Ondines, par exemple, comptaient les cycles de Séléni, 28 jours, tandis que les Goliaths se contentaient de diviser l'année en 4 saisons. Il convient de noter que les aînés, dotés de leur mémoire ancestrale, n'ont généralement pas besoin de calendrier précis pour se repérer dans le temps. Néanmoins, pour faciliter leurs interactions avec les humains, la plupart des aînés vivants en cité ont appris à utiliser le système Nirn. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.